on va accueillir Madame Lisselle Quiros. Si Lisselle est arrivée, il me semble. Bonjour Lisselle. Alors attention au fil. Bonjour. On te fait Comment ça va? Les Sud-Américains, c'est là-bas. Ah ouais. Les latinos, c'est là-bas. C'est l'apartheid ici. Je plaisantais. Bonjour Lisselle, tu vas bien? Tu es arrivé il y a 5 minutes. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu étais déjà venu ici avec une super émission sur les mamans. J'invite les gens à aller la revoir. Je ne sais pas si quelqu'un... Avec Mirabel et avec Yessa. Oui. C'était à l'époque où on avait... aussi. Alors, je te mettrai juste le micro pour que tu... je me rappelle, c'était à l'époque où on était vraiment un peu clochard, c'est-à-dire qu'on avait une caméra dégueulasse, on était assis en chaise là, mais on faisait quand même des émissions de qualité. Elle était très très bien sur la maternité, c'était le titre de ton précédent livre. Et tu reviens avec un livre qui est coécrit avec Philippe Collin, que je ne connaissais pas du tout. Peut-être que tu nous le présenteras, je ne sais pas sur quoi il travaille lui, mais Philippe Collin, et vous avez écrit ce livre-là, Pensée décoloniale, une introduction aux théories critiques d'Amérique latine. Alors, on est plusieurs à l'avoir, je crois que Samir l'a acheté aussi. Voilà, c'est beau, je crois que Tariq l'a aussi. Tu peux montrer, regarde, on montre tous. Oh là là. Et qui est le seul qui l'a pas? Qui est le seul qui n'a pas ce livre? Mais moi, c'est en Bluetooth. Ah, c'est en Bluetooth. Youssef, la dernière fois, il y avait un livre sur la Palestine qui faisait 1000 pages. Il voulait l'acheter, il a fait ça, il a fait « Oh, c'est bon, je connais tout. » Il est neuf, le livre, c'est-à-dire que c'est un livre d'articles de maintenant. Non, mais les articles étaient anciens, c'est une compilation de textes. C'est pas vrai, c'est des articles. Je peux vous le dire, en plus. Bref, on l'a lu. Le titre était trompeur. On l'a lu, il est. Moi, j'ai beaucoup aimé, on va en discuter. Tariq, tu l'as lu aussi. Mais avant d'en discuter, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur le sujet? Est-ce que le fait que on entend de partout les décoloniaux, le décolonialisme et tout. Oui, parce qu'ils sont deux. Tu vous voyez non, parce qu'ils sont deux. Oui, Donc, ils créent deux. Est-ce que ça a été une de vos motivations aussi de mettre un peu en lumière vraiment ce que sont les théories décoloniales au-delà de tous les mythes, derrière tous les discours très débiles sur le sujet? Oui, absolument. Déjà ça, au-delà de tout ce qu'on dit en général, tout et n'importe quoi, le décolonialisme, des questions... Toutes les sauces, quoi. Oui, et qu'on introduit sans vraiment jamais définir. Donc il y avait déjà cette envie-là de faire connaître aussi tout. Alors on se rendait compte non seulement qu'on ne savait pas, mais qu'on ignorait complètement qu'il y avait autant de production et de pensée, parce que en fait, derrière, il n'y a pas que la théorie, ce qu'on appelle le groupe modernité, colonialité, décolonialité, mais sortir et dire que ce groupe-là, il n'est pas tombé du ciel et que lui-même, il a puisé et puise sur d'autres courants ou des travaux des penseurs depuis le début du XXe siècle, au moins. Enfin, nous, on est parti un peu du début du XXe siècle, et qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de théories. Bon, la théorie de la dépendance, la théologie de la libération, des choses qu'on a entendues, dont on a entendu parler surtout dans le milieu universitaire, mais qu'on ne connaît pas et qu'on ne rattache pas forcément à la théorie décoloniale et comme base, comme généalogie de cette théorie. Donc il y a eu ça, effectivement, et je profite pour dire que Philippe Collin est un collègue, est un universitaire, spécialiste plutôt de la partie de la Colombie, et la théorie critique colombienne. Il est prof à Limoges. Là, vous avez partagé comment? Vous avez chacun des sujets de prédilection ou... J'imagine que la partie sur à la fin, il y a beaucoup sur le féminisme, c'est plutôt toi. Oui. Lui, il travaille plutôt sur quoi? Alors, comme il travaille... je vais être chiant, juste te rapprocher un petit peu du micro. Oui, alors lui, il travaille plus... donc, il a fait beaucoup de traductions. Déjà, les traductions des premiers textes qui ont été de ce qu'on appelle les théoriciens décoloniaux en français. C'est lui qui a traduit notamment un certain nombre de textes, et il est plus dans la partie, par exemple, sur la théorie de la dépendance, c'est plutôt lui. Ouais, plutôt la première partie. Voilà, plus théorique, et la première partie, c'est plus lui. Mais bon, on a travaillé ensemble. En fait, on a fait le plan ensemble, et après, on a distribué un peu le travail en fonction de nos préférences, plutôt de ce qu'on avait envie d'écrire. Et puis ensuite, on est revenu sur le texte. On l'a retravaillé, on l'a lissé.
de telle sorte on voulait surtout qu'on ne voit pas, et vous me direz, mais j'ai l'impression qu'on ne voit pas tellement, ou si on ne nous connaît pas vraiment, là tu me dis parce que c'est ton sujet de prédilection, donc c'est pour ça que j'ai deviné que c'était, mais on voit pas, on voulait pas vraiment voir des chapitres vraiment décousus ou séparés, et donc c'est un travail vraiment à 4 mains. Bière pour Dieu qui dit « Excellent bouquin que j'ai presque bouclé. Pour un petit blanc comme moi qui ai fait des études en anthropo, ça remet des choses en perspective. Merci. » Toi aussi, tu l'as lu, Tariq, t'en as pensé quoi? Toi qui es spécialiste de l'Amérique latine. Je me suis régalé. Franchement, je me suis régalé parce que déjà, dans la forme et dans la volonté justement d'introduire aux théories critiques et aux pensées décoloniales, ça offre vraiment une super cartographie des principaux concepts, des principaux auteurs, et surtout ça montre la généalogie des pensées décoloniales. C'est ça qui est intéressant, la première partie c'est consacré à ça, quoi. Justement, ça ne sort pas de rien premièrement, ça s'inscrit dans une longue tradition de pensée critique en Amérique latine qui débute finalement à partir de la colonisation. Penser la résistance, penser une sortie de cet ordre colonial se fait dès les premiers moments, et puis je trouvais ça aussi hyper important quand même de rappeler, et tu vas sans doute nous en parler, mais certains moments comme le moment 1992 qui constitue donc le 5e centenaire de 1992. Ah oui, oui, c'est le 5e centenaire en fait. Et ce qui me paraissait intéressant en fait dans ces théories critiques, c'est vraiment ce lien, cette dialectique entre les pratiques militantes justement, les résistances sur le terrain et l'élaboration des théories décoloniales qui se font notamment en 1992 parce que c'est le 5e centenaire de la découverte, de ce qu'on a appelé la découverte évidemment, qu'il faut absolument déconstruire complètement. Mais c'était important justement en 1992 Oui, 1992 et ces années 90. Bon, il faut savoir que et ça se place dans un contexte particulier. Dès la fin des années 80, il y a quand même des mouvements autochtones, indigènes qui s'organisent. Il y a la CONAE par exemple en Équateur qui est fondée. Les zapatistes, dès 83, voilà le mouvement zapatiste exactement, qui commence à vraiment à sortir juste de jusque-là en fait les autochtones sont plutôt plus parlés que ont droit à la parole, et dans ces organisations. Oui, il y a plusieurs dans différents pays, donc au Guatemala, au Mexique, en Bolivie, en Équateur, au Pérou, il y a ces mouvements qui s'organisent et qui se disent bon, maintenant on va entendre, c'est fini le temps de l'indigénisme, c'est-à-dire ces métis qui parlaient pour nous, et là on veut nous faire entendre. Et dans ces contextes-là, tombe pas tellement du ciel, mais l'Espagne qui vient d'entrer dans l'Union européenne a des velléités impériales qui ressuscitent facilement chez elle, et se dit on va commémorer les 500 ans de la découverte de l'Amérique. Il faut savoir que, en plus, le 12 octobre le 12 octobre est aussi la fête nationale espagnole, et donc dans ce contexte-là, de faire une exposition universelle à Séville, donc vraiment de faire un revival de la colonisation version l'Europe, l'impérialisme. Il était à deux doigts de refaire une reconstitution, vraiment. Et ils voulaient reconstituer. Ils voulaient le faire ? Non, mais ils ont reconstitué le voyage, donc les caravelles qui partaient de Puerto de Palos jusqu'en Atlantique. Non, et en prenant certainement, ils voulaient prendre aussi les autochtones là, voilà, qui les accueillent. Non, et donc dans ce contexte-là, ces mouvements se disent non. Il n'y a pas, là, il n'y a pas moyen 500 ans après qu'on nous refasse. Donc, on arrête ça, et pas de découverte. Donc, on a commencé, il n'y a rien à célébrer. Donc, c'est une phrase qui est restée jusqu'à aujourd'hui, qui reste. Nada que celebrar. Non, c'est un génocide, de parler de génocide, de commencer à parler quelque chose qu'on ne disait pas jusque-là. On n'avait pas pensé et vu qu'en 50 ans, l'espace de 50 ans, le continent américain, qui était quand même le plus peuplé du monde en 1492, avait perdu 90% de la population. 10 habitants, sur les 10 habitants, 9 ont péri en une cinquantaine d'années. Donc vraiment, c'est une véritable hécatombe, et qu'il n'y avait rien à fêter, au contraire, à dénoncer et à être vraiment à visibiliser cela. Donc la théorie décoloniale, elle se constitue, et c'est pour ça que c'est plus juste
une théorie critique, c'est anticolonial. Enfin, déjà d'emblée de questionner le colonialisme et le colonialisme comme continuum. C'est-à-dire qu'on n'avait pas, pour nous, terminé, alors qu'on parlait d'indépendance, et 200 ans, enfin 150 ans après les indépendances, on était toujours au même point. Et c'est dans cet espace-là et dans ces mouvements-là que s'inscrit le début de ces recherches où les universitaires, en fait, prennent le pas en même temps de ces mouvements. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment le début? Parce que l'habituelle question, c'est il y a eu une décolonialité avant l'émergence de mouvement décolonial. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce que vous faites dans je le suppose. c'est ce que vous faites dans la libération, etc. Il y a des prémices. Oui. C'est déjà le marxisme, en fait. Il y a un marxisme latino-américain très fort qui s'est imposé dès les années, le début du siècle, d'abord dans la Révolution mexicaine, ensuite dans les différentes révolutions, dans la Révolution, bien sûr, cubaine, et toutes les guérillas léninistes, marxistes, léninistes, partout. Mais un marxisme adapté, c'est-à-dire, adapté. D'emblée ont interprété de façon à la situation locale et notamment à la question rurale, à la question paysanne. De se dire, avant même de penser les indigènes, les autochtones et les natifs, de penser qu'on n'a pas de prolétaires. Le prolétariat n'existe pas. Il n'y a pas de prolétariat en Bolivie, au Pérou. On a des paysans. En revanche, on a encore 60% de la population. Et donc, déjà, il y a ça. Ensuite, il y a le catholicisme. Se dire, 500 ans ou 450 ans après l'invasion, force est de constater que le catholicisme, il fait partie maintenant des références culturelles. Mais il y a aussi, dans ces références, une volonté aussi de prendre ce qui est émancipateur dans ce catholicisme. Et dans ces années-là, notamment, cette sorte de retour aux sources, ou en tout cas de dire que, le Christ, par exemple, c'est un Christ des pauvres, qu'il faut venir à cette base, et que, peut-être aussi, le christianisme est une forme, en mêlant aussi avec le marxisme, de forme de libération plus large des corps et des esprits. Et donc, quelque part aussi, de déconstruire beaucoup les esprits colonisés par le capitalisme. Donc, il y a d'abord aussi beaucoup de critiques anti-impérialiste, parce que aussi, autre point de l'Amérique latine se constitue au XXe siècle comme un espace, un territoire anti-impérialiste, c'est-à-dire qui critique les formes de domination des États-Unis. Il ne faut pas aussi oublier que les États-Unis, c'est au XXe siècle la référence incontestable. Ça, pour nous, c'est évident, mais parfois on oublie, on se dit juste décolonial, l'Espagne, mais il n'y a pas que l'Espagne, il y a aussi les États-Unis, notamment, bien sûr, et bien sûr les autres puissances impériales. Donc tout ça, c'est la base, le terreau de formation, d'organisation de la théorie décoloniale. Donc qui n'est pas parachuté comme ça un jour. Merci Géraldine pour les 20 €. Merci beaucoup. Juste d'où le concept hyper important qui est forgé par Aníbal Quijano, un Péruvien, de colonialité, justement pour montrer ces persistances et cette reconfiguration du colonial, du fait colonial. Mais je voulais poser une question, je suis sûr que ça peut faire écho aussi avec Youssef. Un ouvrage dont tu avais parlé un jour qui s'appelle Les Maurices, qui est le racisme d'État, sur l'Espagne. Oui, bien sûr. Et en fait, Lissel, tu parles beaucoup, vous parlez aussi dans l'ouvrage sur la matrice coloniale de la race et sur le concept de pureté de sang, et de la création d'une forme de théorie raciale dans le monde ibérique avant d'être exportée vers les Amériques, et notamment la date fatidique de 1492, qui est non seulement la conquête des Amériques, mais aussi l'expulsion des Juifs et des musulmans. En fait, c'est pour ça qu'on parle plutôt de moment 1492, parce que dans ce début des années 1490, il y a, c'est la fin de la reconquête pour l'Espagne, qui est non pas une reconquête, mais une véritable guerre, une véritable guerre exacte pour les Espagnols. Ils le présentent comme la reconquista, donc la reconquête, mais en fait c'est une guerre contre
les musulmans. C'est la continuité des croisades, et c'est dans la continuité des croisades, et on arrive à ce point, au début des années 1490, à expulser les Juifs et les Arabes, et donc à faire de la péninsule ibérique vraiment un espace purement chrétien, en obligeant d'ailleurs les personnes qui restent à se convertir au christianisme et à leur exiger ces certificats de pureté de sang qui au début sont des documents administratifs, notamment pour les personnes, pour se présenter par exemple à l'université, pour avoir des charges diverses et variées. Il fallait, pour ceux qu'on soupçonne d'être distinguer ceux qui étaient les nouveaux convertis de ce qu'on appelait les vieux chrétiens. Oui, et puis finalement c'est une arme pour juste mettre en question et délégitimer toute personne qu'on considérait un peu rebelle. Et donc cette pureté de sang, elle va s'exporter ailleurs, parce que la reconquête, qui est une conquête, elle ne s'arrête pas, et ça aussi, elle continue. C'est un processus. En fait, les rois qu'on appelle les rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, en réalité, en s'alliant, deviennent de plus en plus puissants. Et cette puissance, ils vont l'exporter au-delà de la péninsule ibérique. D'abord, par exemple, en s'installant dans les Canaries. On oublie aussi qu'avant l'Amérique, il y a quand même un génocide dans les Canaries, des populations autochtones, des Guanches, qui sont complètement exterminées, et où on met en place déjà des politiques colonisatrices, véritablement. Et tout cela se passe dès la fin des années 1480. Et ensuite, donc, ce laboratoire des Canaries va être ensuite placé dans les Amériques. Et donc c'est vraiment, c'est pour ça, c'est au moment 1492, c'est pas seulement, et c'est pas comme on le voit dans les manuels, Christophe Colomb qui décide de il y a tout un paradigme qui se met en place. C'est tout un monde qu'on envahit un autre. Oui, en fait. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, et vous parlez beaucoup de ça, mais c'est un élément central des théories décoloniales sud-américaines, c'est la notion d'épistémicide. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on ne se rend pas compte les gens, c'est que, et c'est souvent ce qu'on dit, c'est qu'en Amérique du Sud, mais aussi dans tous les pays du Sud et tout, ce qu'ont imposé les Occidentaux, c'est pas seulement un modèle économique, c'est-à-dire c'est pas seulement une division du travail, c'est aussi une vision du monde, une vision vraiment des croyances, une vision de voir le monde et même de voir les autres, de représentation, c'est ça. Oui, déjà, c'est le moment dit Quijano d'invention de la race. C'est donc à partir de la pureté de sang, de ces conquêtes, de ces invasions, c'est de différencier les populations. Et la première race, c'est celle des Indiens. Enfin, on a normalisé la notion d'Indien, mais Indien, c'est une catégorie raciale. C'est la première catégorie raciale subalternisée à une échelle jamais vue. C'est-à-dire que des peuples... C'est un territoire immense. Oui, c'est un territoire qui est immense, le plus peuplé, 50 millions d'habitants en 1492. Donc c'est toute cette population qui, d'un coup seul, et par le seul fait d'avoir été conquis et envahis par les Européens, vont devenir tous indiens, appelés indiens, à partir de l'erreur de Christophe Colomb, qui n'est jamais réparée. Et on s'en fiche en réalité. On s'en fiche après quand on se rend compte que ce n'est pas les Indes, qu'il n'y a rien à voir avec les Indes. On continue à les appeler indiens. Voilà, indien veut dire coloniser, veut dire les coloniser qui vont de ce fait-là payer un impôt, qui devront payer pendant toute la période coloniale et après l'installation des premières républiques. On va avoir aussi les travaux forcés, la mita. Ils vont devenir des serfs ou des semi-esclaves ou des presque esclaves. Au début, ce sont vraiment véritablement esclavisés. Donc, il n'y a rien de biologique ou même de culturel. Et on a construit l'idée que s'agissait d'un phénomène culturel, qu'en fait, ils étaient culturellement indiens. Qu'est-ce que ça veut dire On se demande toujours. J'ai entendu dans une vidéo, tu disais qu'il y avait plus de 700 peuples différents. Bien sûr. Sachant qu'on fait, là, même la division Amérique du Sud, Amérique du Nord, elle est aussi interrogée. Là, c'est vraiment tout le continent, quand même, vraiment tout le territoire. Déjà, le terme Amérique latine est d'une violence terrible. Et déjà, c'est effacer tout ça, justement. Ces centaines et centaines de peuples différents qui ont des langues différentes, qui n'ont pas des modes de vie. Enfin, les Inuits du Canada n'ont aucun trait en commun avec les Chouars de l'Amazonie. Je veux dire, ils ne vivent pas de la même manière, n'ont pas les mêmes. Je vais poser la question un peu naïvement, mais
Quel mot on doit utiliser? Quel mot? Chacun des peuples a son propre nom. C'est comme on dit, justement, les Catalans, on les appelle Catalans, les Wallons, les Kabyles. Eh bien, il y a des Quechua, des Aymara, des Mayas, des Mapuches, des Charruas, enfin, il y en a presque plus. Des Guarani, très peu aussi, qui sont en train de disparaître. Ils sont kiffants. Voilà, des Chibchas, des Taïnos. Sinon, des fois, ça devient le folklore. Quechua, par exemple, c'est une marque. Ah oui, voilà. c'est vrai. Bah oui. C'est vrai. Voilà. Aussi, c'est intéressant de montrer parce que alors Redskin aussi. Vous montrez que les théories décoloniales ne viennent pas de nulle part. Alors, j'avais une question, mais je vais d'abord poser celle-là. On voit, vous parlez de toutes les théories sur le développement et tout. Et d'ailleurs, moi, j'ai aussi appris des trucs là-dessus. J'ai pas appris des trucs que sur les théories décoloniales, mais même sur le développement. Et c'est vrai que même l'idée de pays en développement, des chercheurs vous montrent, mais en fait, ils seront jamais développés parce que le capitalisme fait qu'il y a des pays développés, il y a des pays en développement, ils le seront toujours. Il y a vraiment des trucs super intéressants sur ça. Est-ce que pour vous, c'était important aussi de revenir là-dessus? Parce que c'est vrai que parfois, les gens se perdent un peu aussi dans les trucs, les post-coloniales, le développement, le tiers-monde, tout ça, tiers-mondisme et tout. Pour vous, c'était important de faire un point Pour nous, c'était important de faire un point de distinction entre ce qu'on voit, surtout parce que en fait, le décolonial peut être appliqué souvent à ce que nous, on connaît plutôt comme théorie postcoloniale. Ouais, c'est vrai. Et que c'est vrai. là, ce que propose la pensée ou les penseurs et penseuses décoloniaux et décoloniales, c'est que, justement, tous nos paradigmes intellectuels sont complètement recentrés. Et cette question du développement, comme des questions aussi comme l'environnement, la culture en général, ça reste quand même, pour certains penseurs postcoloniaux, en fait, pour la théorie, pour être un petit peu schématique, on pourra me dire que non, pas tout le monde, mais globalement, pour les théoriciens et théoriciennes postcoloniaux, il y a une critique, bien sûr, de la modernité et du colonialisme, mais on peut considérer à certains égards, et notamment dans toutes les politiques multiculturelles qui sont appliquées ou installées aux États-Unis, au Royaume-Uni ou dans d'autres pays, c'est qu'on peut décoloniser ces institutions, les institutions des démocraties libérales. On va dire qu'on peut démocratiser les politiques de l'identité, les universités. Il n'y a pas à supprimer l'université. Il faut des quotas. On peut faire en sorte de déconstruire aussi les cursus, les programmes, les bibliographies, la manière d'enseigner, etc. Mais en réformant, on peut en quelque sorte... De notre point de vue, les postcoloniaux sont un peu réformistes, alors que les décoloniaux vont se dire non, en fait, c'est l'université qui est le problème. En fait, l'université est coloniale, c'est la matrice, et l'université est coloniale. La question n'est pas de changer, de mettre, parce qu'on va mettre des Mapuches à présenter la télé, et ça va faire... Non, on s'en fiche de ça. C'est voilà. Alors, qu'auraient à proposer les Mapuches plutôt de faire avec la caméra, comment on fait? C'est pas de détruire non plus le cinéma, mais quel cinéma ferait-il? Est-ce qu'il prendrait les caméras? Pourquoi faire ou comment la langue, les questions des langues par exemple, la question culturelle, justement de contrer l'épistémicide qu'on a subi depuis 500 ans. Parce que ce qu'on a critiqué... Épistémicide, c'est... On peut dire c'est un génocide culturel. C'est comment on a... des savoirs. Il y a le génocide physique de ces populations qui, aujourd'hui, de ces peuples, de ces centaines de peuples, beaucoup sont en voie simplement de disparition parce qu'il reste 50, 100 personnes qui, une fois qu'elles seront âgées, décédées, le peuple disparaîtra. Donc ça, c'est le génocide physique, mais c'est aussi un génocide culturel, puisque ces personnes ne vont plus transmettre les langues, les esprits, les cultures, les pratiques, des savoirs tout court. Et donc, la question est, pour les décoloniaux, c'est comment on fait déjà pour bloquer cela et défaire cet épistémicide et ce génocide, comment on contre, on fait, comment on passe. Je voulais juste dire un truc à ce moment-là, c'est que en t'écoutant, il y a eu une expression que j'ai adorée, tu as utilisé l'expression de dissoudre la colonialité. Oui. Non, mais je fais le lien entre ce que tu viens de dire et ça, c'est-à-dire que pour justement stopper ce processus d'épistémicide,
il faut dissoudre la colonialité. Absolument, mais c'est pour ça que le Mais comment on fait pour projet est dissoudre? Parce que moi, j'aime bien vraiment dissoudre, tu vois, mais... Voilà. Je pense que ça va être difficile de te donner un programme. Non, Non, mais comme on peut ça, donner des exemples. les grandes lignes, quoi. Les grandes lignes. les grandes Bonne lignes. quantité d'acide. Mais il y a des exemples de... Mais, mais déjà, concrètement, c'est qu'on protège, enfin, je veux dire, nous, notre responsabilité du Nord global, c'est déjà d'éviter, on protège, parce que là, on aime bien Greenpeace, on va protéger les derniers phoques qui restent, je sais pas, j'ai dit les koalas ou j'en sais rien, mais on a des peuples, des êtres humains qui sont juste en train de disparaître. Bon, déjà, par exemple, on peut poser cela. La question de voir aussi les savoirs qu'on ne considère pas, qu'on déconsidère. Encore une fois, autre exemple, c'est par exemple, pour moi, clairement, la médecine. On vient de traverser une période de pandémie. On a juste dit, les autochtones en général, de tout, partout, les peuples autochtones du monde, ils sont plus touchés par la pandémie. On ne s'est jamais posé la question de comment ils ont résolu leurs problèmes. Qu'est-ce qu'ils avaient à proposer? En termes de santé, comment ils envisagent la santé? Enfin, leur savoir, on s'en fout. On s'en fiche et on leur dit non, il faut envoyer, il faut faire, on va envoyer encore une fois des médecins. Enfin, bon, voilà, concrètement, c'est comment... En plus, ce qui est important, c'est que ça ne signifie pas du tout de rejeter ou d'abattre toutes les formes de connaissances, de savoir qui sont créées aussi chez nous. Mais c'est justement qu'on finisse d'imposer nos savoirs, nos connaissances et notre mode de représentation du monde à d'autres peuples qui n'ont pas les mêmes réalités géographiques, culturelles, etc. Mais c'est ça qui est important parce que, alors déjà, il y a quelqu'un qui demande comment ça se fait qu'elle parle un si bon français. C'est parce que Lisa, elle est trop forte. Mais c'est vrai que tu n'as pas d'accent du tout, c'est impressionnant. Et donc, pour revenir sur... c'est un peu gênant comme remarque. Bah non, mais moi, ça t'a gêné, Lisa? Non, mais on pourrait la poser à tout. Je parle du... lui, non, mais je pense qu'il est maladroit sur ça. Je pense qu'il est maladroit, mais il est impressionné par la maîtrise, du français, qui est incroyable. Mais moi, ce que je voulais souligner, c'est, comme tu as dit, c'est l'imposition des savoirs. C'est-à-dire que c'est ce que vous dites dans le truc, c'est on est incapable dans l'Occident d'accepter d'avoir d'autres réalités à côté. Et c'est d'ailleurs la critique sur l'universalisme. L'universalisme qui est en fait l'imposition de ta vision du monde, de ton paradigme aux autres. Et c'est pour ça qu'il y a l'idée de pluriversalisme, de tout ça. D'interculturalité. Oui, c'est ça. Alors, parce que derrière l'universalisme, il y a juste une volonté de domination. Enfin, c'est ce qui sert, c'est l'argument qui légitime la domination. C'est parce qu'il faut l'imposer partout. Et on sait très bien qu'en imposant une langue, qu'en imposant des cultures, qu'en imposant des modes de vie, on détruit en fait ces populations. Combien, alors par exemple, bon, je travaille sur la maternité, mais l'imposition par exemple de la position allongée à l'accouchement, on en avait parlé à la précédente émission, eh bien ça ne fait que du mal où souffrir les femmes, que séparer les bébés des mamans, ça va aussi les fragiliser. Donc on impose sous couvert de modernité et d'universalisme. C'est ça. Excuse-moi, je te coupe parce que oui, c'est ça, c'est le concert de casserole contre Macron. Je suis désolé. Sur la maternité. Non, et on voit. Non, parce que par exemple, on voit comme quelque chose de positif. Mais les écoles, il faut construire encore plus d'écoles toute Amérique latine. Sauf que par exemple, avec les écoles, on a aussi imposé le castillan. L'espagnol donc de Castille comme la seule langue, et en même temps, par la même occasion, on a ainsi détruit et fait oublier les autres langues et qu'on ne pourra pas récupérer. Alors, on nous dit que tout le monde tape dehors. Donc c'est très bien, continuez. Tu voulais participer vite fait? Vas-y, participe. Ça, stop. C'est horrible, c'est horrible. Pour continuer sur votre livre, vous traversez plusieurs figures. Il y a Mariátegui, il y a Mignolo, il y a Dussel. Est-ce que toi, tu aurais une figure favorite? Est-ce que tu as quelqu'un pour lequel tu as plus... Bien évidemment, Aníbal Quijano. Je peux pas... C'est vraiment... je me sens très... Enfin, je m'identifie à sa démarche, à son parcours. Alors lui, c'est un Péruvien. Alors il est
Métis, ce qu'on dirait, c'est-à-dire qu'il il parle pas de langue autochtone, mais il est quand même, c'est un métis cholo, c'est-à-dire que physiquement aussi, on le perçoit pas comme un blanc, même si il n'est pas non plus un autochtone. Et puis, c'est quelqu'un qui s'est engagé très, très tôt dans tout le mouvement social. C'est un penseur marxiste, c'est un chercheur qui a d'abord été convaincu et un activiste du marxisme péruvien. Et il a commencé à enseigner dans l'université nationale publique de Lima. Et puis ensuite, il s'est retrouvé aux États-Unis avec Wallerstein et a pensé la question du système monde, du capitalisme global, de la globalisation du capitalisme. Et c'est là où il voit avec son expérience du Pérou, il se dit, mais en fait, le capitalisme et la race vont ensemble. Et je pense, ça me paraît vraiment... c'est pas que l'analyse est géniale, c'est que je m'identifie encore une fois en me disant, mais moi, c'était pareil, en fait, de me dire, la pauvreté, oui, on est pauvre, mais on n'est pas que pauvre, on se reconnaît parce que racialement, en fait, on est ces descendants d'autochtones, on est ces cholos, ou ces cholos pour nous, c'est les subalternes, vraiment ceux qui, ce que Galeano dit, los nadies, c'est-à-dire les personnes qu'on considère comme des moins que rien. Voilà. Tu voulais dire, Youssef ? Oui, je voulais dire, c'est d'ailleurs le principal en ce qui nous concerne, nous, en France, c'est le principal apport, je veux dire, que la race et la classe, puisqu'on est aussi dans un pays qui nie jusqu'à encore aujourd'hui. Alors, on est très en retard en France, très très en retard, puisqu'il y a un déni total de la race. Ça n'existe pas. On est même effacé de la Constitution pour régler le racisme. Les racistes ont été, mais on va faire comment ? Il n'y a plus le mot race, quoi. C'est comme ça qu'on fait en France. Alors, il y a toujours, par contre, des associations antiracistes qui touchent beaucoup d'argent, qui servent à rien, comme SOS, disons-le, et qui touche beaucoup d'argent. Par contre, comment la race n'existe pas. C'est ça qui est assez extraordinaire. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, en ce qui nous concerne... En fait, ils sont subventionnés pour combattre un phénomène qui n'existe pas. Voilà, exactement, pour combattre des fantômes, mais l'argent, il est bien réel, il n'est pas fantomatique. Mais ce que je veux dire, c'est que... Comme pour les fonds Marianne. Exactement. Et ce que je veux dire, c'est que c'était le principal apport, et du coup, on rend un vibrant hommage à toutes ces théories décoloniales latino-américaines, puisque nous, c'est notre rencontre en ce qui nous concerne avec Ramon Grossfogel qui a permis de racoler à ça. Et je peux dire une chose, c'est qu'on nous regarde avec des yeux comme ça, parce que les principales critiques sont venues de la gauche. Et c'est ça, justement, la gauche européenne n'a pas forcément fonctionné comme la gauche latino-américaine, où il y a eu une acceptation quand même, il y a eu des choses. Mais en France, on est encore dans le déni. C'est important de le dire, c'est pour ça que ce bouquin est salutaire. Et surtout, avec ce que tu dis est tout à fait exact, cette énorme confusion avec anticolonial, etc. Et on vit dans cette confusion où aujourd'hui en France, n'importe qui va dire décolonial à toutes les sauces, comme on disait. Pour tout et n'importe quoi. Et sans bien comprendre ce que c'est, parce qu'on pense que c'est un mot à la mode, ou que ce sont des théories qui sont, d'ailleurs, qui ne sont pas du tout importées d'Amérique latine, mais des États-Unis. Généralement, on dit que ça vient des États-Unis, parce que comme toutes les nouveautés, etc. On ne pense pas en Amérique latine. Oui, on ne pense pas en Amérique latine. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est aussi le côté dynamique de ces théories. C'est-à-dire autant du côté de la praxis et de la théorie, vous montrez beaucoup comment c'est lié autant aux luttes du bas, entre guillemets, je dis le bas pour des gens qui luttent et qui a un lien avec les théoriciens, mais aussi dynamique dans le sens où il y a des échanges. Où il y a eu des échanges, on a vu au Civic Land, les théories post-coloniales en Inde et tout, qui ont une grosse influence. Mais aussi qui est dynamique dans le sens où ça s'actualise encore aujourd'hui. Il y a des critiques de la critique. Je parle dans le micro. Là, est-ce qu'on m'entend ? Je ne sais pas si je dois répéter. Et donc, je te disais que c'était dynamique dans le sens où le lien entre la pratique et la théorie, les militants et ceux qui font la théorie, mais aussi dans le terme de l'échange, c'est-à-dire avec les chercheurs, j'ai cité les chercheurs indiens et tout, mais avec plein de chercheurs un peu partout dans le monde, et aussi comment ça s'actualise. Par exemple, là, on a la colonialité du pouvoir, mais tu montres, c'est Lugonès, non, qui parle de la colonialité du genre et tout. Donc, il y a vraiment une actualisation. Et il y a aussi, c'est ce que vous disiez, c'est ce que vous dites, c'est que
les théories doivent être adaptées au contexte, c'est-à-dire que c'est situé. voilà, Bien, c'est situé. oui, C'est-à-dire oui, cette théorie décoloniale de cette manière-là ne pouvait naître qu'en Amérique du Sud. Et il faut voir aussi comment ça va nourrir des pensées, que ce soit en Afrique, en Europe, en Inde et tout. Dans le monde arabe Ce qui aussi. est très beau justement, c'est un terme que je chéris beaucoup, c'est le terme de circulation. Beaucoup de circulation des concepts. Ouais. Et, par exemple, la question de la zone du non-être, qui vient beaucoup de Frantz Fanon, Oui. qui est aussi repris par les décoloniaux, Oui. mais justement pour penser la brutale colonisation. Des being et non-being, ouais. Et là, plus largement, en fait, ce qui m'intéresse ou ce qui me paraît un apport des théories décoloniales, c'est que à la fois, alors, elles peuvent être globales, c'est-à-dire dans le sens, mais pas comme à remplacer l'épistémologie occidentale, et donc on va imposer maintenant partout le décolonial. C'est que on peut l'appliquer ailleurs avec des particularités complètes. Moi, par exemple, ça m'intéresse beaucoup dans la question, quand on parle de tribalisme, par exemple, d'ethnie en Afrique noire, par exemple, moi, j'entends race, en fait. Je vois beaucoup aussi comment le concept de colonialité, alors à définir différemment, bien entendu, enfin, race, est-ce que ça... Je me pose la question, et j'ai l'hypothèse, j'aimais pour certains espaces, que la colonisation a créé, alors sous couvert de dire oui, en fait, ce sont des ethnies différentes, quelque part, quelque chose qui a à voir avec la colonialité. Bon, et donc ça m'intéresse par exemple beaucoup, le dialogue, la recherche avec des chercheurs et des chercheuses africains, et donc par exemple pour essayer de clarifier, enfin en tout cas donner de nouvelles perspectives. Et puis, et en même temps, de se dire que la question de la colonialité, de la décolonialité, alors c'est pas non plus, nous on n'est pas à donner, attribuer qui a le droit de dire, et tout le monde s'en empare et on peut changer les mots, se ressementissent, donc ils vont avoir de nouvelles significations, des nouvelles définitions, mais que aussi ici, la colonialité, elle s'applique. Et la question, par exemple, souvent, on parle que du nord et du sud, et par exemple, les notions de nord global et de sud global sont intéressantes, y compris chez nous, parce que, enfin, je veux dire, dans les territoires apparemment, ou qu'on appelait avant développés, parce que dans ces espaces, dans les espaces comme la France, l'Europe en général, on est bien sûr dans le nord géographique, mais on a aussi des suds globaux, c'est-à-dire des territoires, et là on est bien placé chez vous pour en parler, de se dire qu'on a des territoires qui sont complètement délaissés et qui sont vraiment des suds, pourtant dans un nord géographique. Et qu'à l'inverse... C'est les territoires perdus de la République. Exactement. Le sud du nord. C'est les favelas, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est comme tu dis, c'est qu'il y a le côté global, c'est que il y a beaucoup de points communs sur la colonisation et sur la manière dont l'Occident a posé sa vision du monde partout dans le monde. Donc il y a ça qu'on partage en commun, mais qu'il y a quand même des particularités avec lesquelles il ne suffit pas. Parce que nous, on nous critique en nous disant en gros, on ne fait pas un copier-coller des théories sud-américaines. Mais heureusement, parce qu'il y a des trucs qui sont qui ne sont pas adaptés. Il y a une question tout simple, c'est que en Amérique du Sud, il y a beaucoup la question du christianisme, mais dans notre cas, il y a la question de l'islam. Et je veux dire, les théories sud-américaines n'ont pas parlé de la question de l'islam, mais parce que ça ne concernait pas le contexte, ça aurait aucun sens. C'est beaucoup plus. C'est pas un système clé en main. C'est une pensée. C'est un système de pensée. Et disons, on fait un peu ce que les décoloniaux ont pu faire avec le marxisme justement, c'est de prendre des outils, des instruments pour comprendre la réalité, pour la transformer, mais tout en l'adaptant aussi à des réalités qui sont encore une fois différentes. Ouais. Et je veux dire, on a suffisamment critiqué les classes dominantes latino-américaines, même des fois une partie de la gauche, de copier les modèles européens pour nous-mêmes aussi copier des modèles, ou en tout cas des manières de faire en Amérique latine qui n'auraient rien à voir avec nos réalités à nous. Voilà, ce sont des outils qui nous servent à mieux comprendre, par exemple la question de la race. Moi, l'exemple que je donne souvent même pour les latino-américains, c'est-à-dire que la question, effectivement, christianisme, islam, se pose complètement différemment parce que l'histoire coloniale est différente, enfin les histoires coloniales sont différentes, et que donc, par exemple,
ce qu'on appellerait un arabe de France, arrive en Amérique latine et il est un blanc. J'étais un blanc. J'étais un blanc. Moi, un blanc, c'est-à-dire, voilà, exactement. Ça fait du bien, hein. C'est reposant. Parce que ça ne se pose pas, parce que la question de l'islam en Amérique latine ne se pose pas. Donc, du coup, c'est une autre catégorie. Et qu'à l'inverse, on peut avoir aussi des blancs latino-américains qui arrivent et qui font l'expérience, arrivent en Europe et qui se trouvent racialisés ou racisés, partiellement, et qu'ils découvrent aussi être passés de l'autre côté. Donc, comment la question de la race est une question dynamique, elle n'est pas figée, la même personne peut se retrouver selon des contextes. Bon, ça, par exemple, c'est aussi l'intérêt de ces... je repense toujours à cette expérience de Che Guevara, justement, qui ignorait la race, qui ignorait, parce que c'était un marxiste classique, révolutionnaire, formidable, ardent, merveilleux, et c'est un grand martyr, hein, mais c'est quand même, ça a été un impensé. Comment ? Un impensé chez lui. Mais c'était aussi l'objet de sa défaite. Je veux dire, j'avais vu des reportages comme ça sur les villages indiens de Bolivie, là, dans le Falcón, dans la région de Falcón, je sais plus, où il a été capturé, et on interviewait donc des Indiens en disant mais comment se fait-il que vous n'ayez pas soutenu Che Guevara ? Je veux dire, c'était quand même le révolutionnaire qui arrivait, là, quand même. C'est pour vous. Il regardait comme ça, mais c'était qui ? Pour nous, c'était un gringo. Enfin, un gringo. Je ne sais pas s'ils disent aussi gringo là-bas, mais c'était un blanc. C'était un blanc. C'est-à-dire que Che Guevara n'avait personne avec lui qui parlait les langues indiennes, même simplement. Donc ça a été complètement... parce que souvent, on a reproché aux Boliviens de ne pas avoir suivi... mais voilà, donc je dis ça parce que pour tout marxiste qu'il fut, et ardent et courageux et tout, voilà, cette question de la race était un impensé pour les marxistes de l'époque. Oui, un impensé parce qu'ils étaient surtout des blancs. Des blancs. En fait. C'était tous des blancs, bien sûr. C'était tous des blancs, mais la révolution cubaine, c'est que des blancs qui la font. Et pour le Che, c'était non seulement un impensé, mais lui, par exemple, quand il fait son voyage, ses traversées, avant même les révolutions, en fait, il va voir les Indiens, les découvrir comme on découvre un petit peu de manière paternaliste au mieux. Je ne sais pas, j'étais pas là et j'espère que... le voyage en moto, là, voilà, les voyages, les diarios des motocyclettes, même si c'est là que naît sa conscience sociale aussi. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même... Je vais voir ce que c'est. C'est un médecin blanc. Il ne se sent pas du tout. Il découvre, il dit, c'est une partie de l'Amérique latine que je ne connais pas et pour laquelle quand même il se sent, parce qu'il sait sa classe, il se sent supérieur aussi, il fait sa race, et les médecins, et donc il arrive, il voit des mineurs au Chili, autochtones et pauvres, et donc il peut pas se sentir, il n'y a pas cette identification c'est pour ça que les Boliviens ne vont pas s'identifier non plus avec quelqu'un qui se sent différent. Alors, il y avait une question d'un auditeur, mais je ne l'ai plus, qui demandait s'il y avait des échanges avec les théories développementalistes sur le développement africaine, et il parlait d'un nom, alors ça y était pas, mais on a un peu répondu à ça, il y a des échanges qui se font avec... Mais je pense qu'au moment de la... Samir Amin, oui, mais je pense qu'il ne pense pas direct à Samir Amin quand on parle d'Africains. Je pense, mais oui, dans les faits, Samir Amin, oui. Mais dans les faits, la théorie de la dépendance, donc dans ces années, c'est plein dans la guerre froide, il y a vraiment un moment dans les années 70-80 où on pense le tiers-monde, mais vraiment l'Amérique latine se dit, oui, on est un tiers-monde, donc on a plein de choses à se dire avec l'Afrique et l'Asie. L'Afrique continentale. Non, vraiment. Je pense que... Et même les Blancs, je veux dire, on se dit tiers-mondistes avant d'être... Mais justement, je pense qu'il y a plusieurs... Moi, c'est vraiment ce qui m'a animé dans ce livre-là, c'est qu'il y a c'est toute une représentation du monde, toute une représentation d'histoire, et c'est pour ça que vraiment j'invite les gens à le lire. C'est toute une représentation de l'histoire du monde qu'on nous a enseigné et qui nous paraît complètement naturelle, qui s'effondre totalement, notamment sur la question de la modernité, qui est souvent vue, et donc c'est aussi une théorie d'Enrique Dussel, d'une modernité intra-européenne qui aurait été sécrétée en Europe, et l'Europe qui se présente au monde comme supérieure de par la grandeur de sa culture, de sa technique, de sa science, etc. Et en fait, ce que vous montrez justement dans le livre, c'est qu'il y a modernité, et la modernité est intrinsèquement liée à la question de la colonisation. Et que l'Europe, finalement, n'était rien par rapport à d'autres contrées du monde qui, sur plein d'autres aspects, étaient beaucoup plus évoluées que l'Europe. Et que l'Europe, justement, s'est érigée comme le centre du monde en dominant et en écrasant les autres.
Oui, c'est ce que dit Kikhan. La colonialité est la face obscure de la modernité. Oui. Et que cette modernité, alors aussi, autre point, c'est que souvent, en histoire par exemple, on enseigne que la modernité, ça débute au XVIIIe siècle, les Lumières, la Révolution française, les Lumières surtout, alors que on va décentrer parce que depuis la perspective de l'Amérique latine, c'est le moment 1492 qui est le moment de naissance, d'apparition de la modernité, et de la colonialité aussi. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là. Juste une dernière, vas-y. Oui, juste Vas-y. pour dire que dans le monde arabe aussi, il y a eu des tentatives. Enfin, Edouard Saïd aussi, Vas-y, c'est aussi avec l'orientalisme, et il y a aussi des prémices de cela. Et d'autant plus que le monde arabe, mais malheureusement, ça n'a pas encore été suivi des faits. D'ailleurs, ça en parle. Il y a aussi des échanges avec Walter Mignolo, parce que il y a aussi. Alors, on parlait de l'échange de l'idée tout vient d'Amérique, mais il y a quand même tout vient des États-Unis, mais il y a quand même eu le fait que, notamment aussi du fait des dictatures qui ont été imposées par les États-Unis en Amérique du Sud, qu'il y a quand même des chercheurs qui se sont retrouvés beaucoup au Mexique et certains aux États-Unis. Dussel, par exemple. Ouais, Dussel, Grossfogel qui était. Enfin, Grossfogel est déjà de là-bas. Non, oui, il est portoricain. Une affirmation et une question. Déjà, une affirmation, c'est que je trouve que c'est très clair. Le discours de Lissel, il est très. Moi, je lis très peu, donc des fois il y a des. C'est le même en écrit. Voilà. C'est la question que je voulais poser justement. Est-ce que c'est accessible à lire? Et franchement, merci parce que c'était. C'est des moments où on sent qu'on s'élève, tu vois. C'est beau. Non, mais vraiment, pour moi, c'est important de dire ça. Et la question que je voulais poser, c'était par rapport à Amérique latine, parce que pareil, dans l'échange que j'ai vu sur YouTube, tu parles du fait que le terme Amérique et le terme latine, les deux termes ensemble sont problématiques d'un point de vue décolonial, qu'on utilise ça pour des raisons que tu expliques dans la vidéo et tout, et que tu proposes, j'ai pas très bien compris le mot que tu avais. Ah oui, mais c'est pas toi, c'est vraiment c'est tous les chercheurs. Enfin, non, voilà. Tu l'énonces quoi en tout cas. Et moi, ma question, c'était, est-ce que justement, parce que ça me semble quand même être quelque chose de très important, justement dans la déconstruction, est-ce que c'est des choses qui sont avancées dans la démarche justement de faire disparaître les termes comme par exemple Amérique latine, ou est-ce que ça reste anecdotique? Alors en Amérique latine, de plus en plus, on emploie le terme d'Abya Yala. Abya Yala? Oui, on dira ça maintenant. Et moi, je trouve que vraiment, ça règle beaucoup de problèmes. Déjà, le premier, c'est que Amérique, on dit Amérique latine déjà pour distinguer des États-Unis. Des États-unis, parce que l'Amérique du Nord, tu mets le Mexique dans l'Amérique latine. Et le Canada, on n'en pense pas. Enfin, Amérique, c'est les États-Unis. Oui, tout le monde s'en fiche du Canada. Donc, et latine efface complètement le fait qu'il y a des centaines et centaines encore, heureusement, et espérons pour longtemps, des peuples qui ne sont pas latins ni chrétiens. Et qui sont ni latins, enfin qui sont pas latins, qui sont juste d'autres peuples et qui ne veulent pas du tout être rattachés, ça efface complètement. Donc que les États-Unis gardent, qui restent avec Amérique, moi ça me va très bien. Amérique. En plus comme ça, on nous comme reprendra ça, pas en disant l'Amérique. Et Abya Yala, c'est le continent, surtout que ça désigne tout le continent. Abya Yala. Et je trouve Abya Yala. C'est un prénom en plus. Abya Yala, et ça veut dire terre en pleine maturité, ça veut dire terre riche. Ça me convient très bien. C'est comment l'orthographe? Le Burkina Faso, quoi. Le pays des Amateurs. Abya Yala, c'est A-B-A-L-Y-A, non? A-B-Y-A. Abya Yala. A-B-Y-A, et plus loin, Yala. Voilà, c'est écrit Abya Yala. Merci beaucoup. Il faut arrêter de dire, quand on parle des États-Unis, les Américains. Il faut dire les États-Unis. Oui, déjà. Oui, mais maintenant, on s'en fout. Américain, c'est. Oui, voilà, ça réglerait. Mais il faudrait que tout le monde l'adopte. Les fils d'Ab, c'est bien. Donc, voilà, Pensée décoloniale de Philippe Collin et Lissel Quiros. Une introduction aux théories critiques latines, édité chez Zone. Foncez l'acheter. Zone. Ah oui, foncez l'acheter, surtout si vous avez envie d'en apprendre plus sur les théories décoloniales, mais aussi sur
jeudi. plein d'autres choses. Ouais. Que j'aurai le Pour plaisir ça. d'animer donc avec Oui. Lissel. Ah, et c'est pour Philippe ça, tu Collard. m'en as Boulard, parlé. Boulard. D'accord. Boulard. D'accord, Ouais, tout à l'heure, il m'a juste Boulard, dit. Boulard, Tout à l'heure, ouais, il m'a juste dit. ouais, Il me raconte et en fait, c'est qu'il l'anime. Ok. Sur hors série. Non, rien à Non, voir. hors série, c'est déjà sorti. T'as fait un C'est C'est entretien ses avec petits moi. bails perso. Non, c'est à la médiathèque médiathèque. Françoise Sagan, donc à côté de la gare de l'Est, jeudi à 19h. Donc ça intéresse. Il y aura un échange avec le public. Enfin voilà quoi. Il y aura que toi ou il y aura aussi Philippe? Il y aura Philippe et Berlin. sera C'est où là. tu peux D'accord. redire le lieu s'appelle Philippe, La médiathèque hein. Françoise Pas de souci. Sagan, à côté de la gare de l'Est, À D'accord. côté. 10e. Et ça, c'est jeudi. Jeudi, à 19h. 19h. De toute façon, on va Écoutez, publier. avant de terminer, on va finir. Est-ce que tu restes Bah, avec merci, nous pour hein. la chronique? On va finir avec. Merci. Hein. On va Bravo, continuer. franchement, bravo. Merci. On peut l'applaudir déjà. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci à vous. pour C'est salutaire. C'est validé? C'est validé? Ah, de ouf.